Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très ravi de vous souhaiter la bienvenue dans cette webconférence organisée dans le cadre des rendez-vous du dimanche initiés par le Centre marocain de recherche polytechnique et d'innovation, le CMRPI, qui a pour objectif de partager avec nos membres, nos partenaires, de l'information, de la connaissance qui sont liées à la recherche et à l'innovation. La thématique d'aujourd'hui est sous le titre L'expérience doctorale, état des lieux et perspectives. Comme vous pouvez le constater, c'est une thématique qui ne sort pas de l'ordinaire, mais qui fait l'exception de cette conférence, c'est que pour la première fois, nous avons eu le plaisir de réunir des Marocains du quatre coins du monde qui vont partager avec vous leur retour d'expérience, leur parcours académique et bien entendu en particulier dans le domaine de la recherche. Et pourquoi pas partager avec vous des informations qui peuvent être utiles pour vos futurs projets doctoraux. Donc sans trop tarder, permettez-moi de vous souhaiter aussi la bienvenue à nos honorables invités. Merci d'avoir sacrifié de votre temps précieux et de répondre présent à notre demande. Et cela a vraiment fait chaud au cœur. Nous avons avec nous de la Chine Zineb Draisi, du Canada Abdelhamid Ben Ahmed, de France Mohamed Chergui, des États-Unis Yassine Yousfi. Et bien entendu, dans notre cher pays, le Maroc, Hind Al-Maktoum. Ce qui est de coutume dans les webconférences du centre, c'est que on essaye en première partie de donner les grandes lignes de notre activité et éventuellement nos réalisations durant ces dernières années. Je vous laisse avec Madame Hind Al-Maktoum, membre du Centre marocain de recherche polytechnique et d'innovation. À vous la parole, Madame Hind. Alors, donc, je vais donner un petit aperçu à propos du Centre marocain de recherche polytechnique et d'innovation qui nous a réunis aujourd'hui. En fait, qu'est-ce que le centre? En fait, c'est une associative savante à but non lucratif qui est présidée par Monsieur Professeur Youssef Ben Taleb, qui a été fondée en 2012. Effectivement, c'est 10 ans d'expérience bientôt. Donc, il est composé de membres de différents profils. Il y a en fait des chercheurs, des enseignants, des étudiants et des experts de différentes spécialités. Il y a des profils qui sont spécialisés en technique, bien entendu, en juridique et d'autres. Tous réunis pour un seul objectif, c'est de mettre les sciences et les techniques au service des intérêts nationaux de notre pays, le Maroc. Donc, le CMRPI est composé de trois pôles principaux. Un pôle dédié à la cybersécurité et la veille numérique, un autre pôle d'entrepreneuriat innovation et un autre pôle pour les énergies renouvelables. Donc, les activités de centre, il y en a plusieurs. Donc, le tout se tourne sur ces quatre titres. Il y a l'organisation et la participation aux manifestations scientifiques, l'accompagnement du gouvernement et des PME pour des projets technologiques. Il y a la formation technologique et innovante pour les jeunes, pour les entrepreneurs, pour les professionnels. Et il y a un point qui nous intéresse tous aujourd'hui, c'est l'encadrement des sujets de thèse, car en fait, le centre accompagne les thésards pour travailler sur des projets de recherche concrets en relation avec les priorités nationales. Il permet en fait aux jeunes doctorants de rentrer dans des projets qui sont sérieux avec des partenaires clés du tissu socio-économique national et international. Donc, je vais citer quelques projets clés du CMRPI. D'abord, je vais commencer par la campagne nationale de lutte contre la cybercriminalité au profit des entreprises et des professionnels de l'État et du secteur privé. Il y a des ateliers de formation, de sensibilisation et élaboration de guides de bonnes pratiques au profit du grand public, notamment des lycéens et des étudiants en primaire. Et il y a un projet qui vient de voir le jour, c'est le projet Espace Maroc Cyberconfiance, qui est un projet qui a rassemblé plusieurs partenaires, mais pas que des partenaires, il y a en fait des thésards qui ont travaillé là-dessus. Je vais citer quelques aspects de recherche qui ont été inclus dans ce projet et qui vont voir le jour dans la deuxième phase de projet qui portera sur une plateforme qui est smart, intelligente. Donc, il y a un aspect de recherche qui est relié à la sécurité biométrique pour développer un modèle permettant aux enfants de signaler avec toute sécurité et avec anonymat à travers le portail Espace Maroc Cyberconfiance. Il y a ensuite un travail sur les algorithmes d'analyse des données pour comprendre le comportement des internautes à travers ce portail.
Et il y aura également une contribution de ma part qui va porter sur la synchronisation de l'application mobile reliée à l'espace Maroc Cyberconfiance et qui est relative au domaine IoT. Donc, je vais citer quelques partenaires clés du CMRPI. On a plusieurs, mais je vais citer quelques-uns. Du côté du gouvernement, il y a le partenaire Gold, qui est le ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique. Il y a des industriels de l'Internet, à savoir Google et Facebook, et d'autres partenaires qui sont des associations, des universités et d'autres partenaires nationaux et internationaux. Donc voilà, je vous remercie et je vous souhaite un bon webinaire. Donc, comme vous pouvez le constater, le Centre marocain de recherche polytechnique, il est bien positionné à l'échelle nationale et internationale et nous avons une grande confiance des secteurs étatiques et privés qui nous font confiance et qui font appel à nos experts. Fort heureusement, nous avons des personnes qui sont avec plein de motivation pour mener la recherche dans le bon cadre et accompagner surtout les jeunes dans leur domaine de compétences. Moi, je laisse la parole aujourd'hui à nos intervenants qui sont plus ou moins, voilà, je dirais, ils sont bien installés chez eux parfois, d'autres qui sont en activité même le dimanche. Et surtout, je parle des professeurs qui sont en train de travailler même dans cette période de week-end. Si vous permettez, je peux vous tutoyer, chacun de vous. Ce n'est pas par manque du respect, mais pour juste mettre un aspect convivial entre les invités. Je passe la parole à c'est Mohamed. Est-ce que tu peux te présenter, c'est Mohamed? Alors, oui, avec plaisir. Donc, je tiens d'abord à remercier le centre de m'avoir invité, notamment sa personne, Monsieur Lefremi, alors qui a tenu à m'inviter en compagnie de mes collègues un peu partout dans le monde, mes collègues et mes compatriotes aussi. Alors, quant à moi, je suis Mohamed Chahir, je suis doctorant en sein de l'IMPGT, c'est l'Institut de management public et de gouvernance territoriale à Aix-Marseille Université. Alors, c'est le seul UFR, c'est le seul unité de formation et de recherche en France qui travaille sur le management public. Alors, je travaille sur une thèse qui porte sur les territoires intelligents et les inégalités territoriales dans une perspective comparée entre 5 pays européens méditerranéens. Donc, je m'intéresse un peu à faire une comparaison pour voir quel lien entre la diffusion des territoires intelligents, notamment les villes intelligentes, et les inégalités, plutôt la diffusion des inégalités, est-ce que ça lutte contre, est-ce que ça va réduire les inégalités ou pas? Donc, voilà, c'est concernant ma présentation, c'est ce que je fais en tant que chercheur. Mademoiselle Zineb, مرحبا. Merci, professeur. مرحبا لازين. كنت تعرفينا بالاسم ديالك؟ Bien sûr. Alors, je suis Zineb Dressi, étudiante chercheuse en Chine et je travaille sur la thématique de skills mismatch between academia and labor market. C'est une problématique qui intéresse beaucoup de chercheurs de différents coins du monde et puis surtout ces dernières années à travers, selon la revue de littérature. Et donc, pour cela, pour le côté d'Afrique, parce que moi, je travaille sur cette thématique pour le côté d'Afrique et surtout mon pays, le Maroc. Et donc, cette thématique, actuellement, la Banque mondiale s'y intéresse beaucoup. Et c'est pour ça qu'il a mis à notre disposition une survey, un questionnaire pour les pays à faible et moyen revenus, donc comme le Maroc. Donc moi, j'utilise aujourd'hui un questionnaire de la Banque mondiale pour justement travailler sur la problématique, je ne sais pas comment on peut l'appeler en français, d'inadéquation des compétences entre, les institutions de l'enseignement supérieur et le marché d'emploi. Pourquoi il y a cet écart et comment on va faire pour réduire cet écart. Et d'abord, quelles sont les parties prenantes. Et donc, c'est une étude qui est à la fois qualitative et quantitative
que je vais soutenir bientôt, Inch'Allah, dans 2 mois. Donc, je suis dans la phase de boucler cette thèse. Et donc, c'est pour ça. Donc, choisir la Chine comme pays de destination, c'est pas fait au hasard. Parce que depuis que j'étais petite, je rêvais de vivre dans l'Asie pour la simple raison. Je pense que vous allez me partager les mêmes raisons pour leur discipline, la rigueur et ce monde fascinant. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi la Chine. Et aujourd'hui, j'ai aussi la chance de parler couramment chinois. Tabarakallah, tabarakallah. Merci. On aura l'occasion d'entendre un petit peu des choses sur ce beau pays, Inch'Allah. Hamid, marhaba bik. Allah يعطيك الخير سي احمد ميرسي بوكو Shukran d'avoir répondu présent parce que ça fait plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour nos web spectateurs, s'il vous plaît? Je m'appelle Abdelhamid Ben Ahmed, je suis doctorant à l'université d'Ottawa. Mais avant tout, je tiens tout d'abord à remercier Si Ahmed pour cette initiative qui fait honnêtement chaud au cœur de rencontrer des compatriotes qui brillent un peu partout dans le monde et qui partagent des problématiques de recherche différentes et que certainement on aura l'occasion peut-être de regarder le contact et de réseauter. Je pense que c'est ça le plus important après cette rencontre. Ce que je fais à l'université d'Ottawa, c'est que je me spécialise en études de développement. Et les études de développement, en fait, c'est une discipline à part entière en sciences économiques qui cherche à comprendre l'écart qui existe entre les pays développés et les pays en voie de développement. Et à la fois des raisons historiques, des raisons institutionnelles, des raisons économiques, des raisons sociales et des raisons écologiques. L'idée, c'est de trouver les causes de cet écart, d'une part, et d'autre part, de trouver des solutions et d'espérer peut-être réduire cet écart un jour. En parallèle, je travaille comme chercheur associé à Open African Innovation Research, qui est un réseau de recherche africain et canadien établi au Canada, à Ottawa, mais également en Égypte, en Afrique du Sud, au Kenya. Il s'intéresse en fait à étudier l'innovation africaine. L'idée, c'est de sortir de ces paradigmes un peu orthodoxes selon lesquels l'innovation devrait se produire selon le modèle occidental, car la réalité africaine prouve que l'innovation se fait d'une autre manière complètement différente. Et pour être terre à terre et très pragmatique, il suffit juste de faire un tour à Del Brelef pour voir qu'il y a des gens qui n'ont pas passé par les écoles et qui aujourd'hui arrivent à décoder, arrivent à trouver des solutions et des alternatives incroyables. Donc, au lieu de les combattre, de lutter contre, il faut peut-être en fait comprendre ce qui se passe chez ces jeunes pour qu'on puisse les accompagner, pour qu'ils puissent devenir des entreprises et des startups. Sans tarder plus que ça, je terminerai sur je pense, le sujet sur lequel je travaille et qui porte sur le rôle des villes. Donc là, je pense que peut-être on aura l'occasion avec C. Mohamed en France de creuser un peu plus son domaine parce qu'il est spécialisé dans la gouvernance territoriale. Et de mon côté, je travaille sur les fonctions des villes globales africaines. Comment les villes globales africaines peuvent aujourd'hui aider les entreprises canadiennes à se positionner sur le marché africain de manière générale. Et puis, en tant que Marocain, j'ai choisi de travailler sur Casablanca comme étant la première ville globale africaine francophone. Et après Johannesburg et le Caire, bien évidemment. Sans tarder plus que ça, je pense que je cède la parole à mes compatriotes et puis on aura l'occasion d'échanger un peu plus en détail après. Merci, Sir Hamid. Merci beaucoup. Je passe la parole à Sir Yassine. Yassine, merci déjà. Je sais que tu as un emploi trop chargé entre les cours, la recherche et la vie professionnelle. Mais merci beaucoup d'avoir répondu présent. Ce qui est beau dans عند المغاربة يعني نقولوها بالدارجة ديالنا فاش كتعيط له كيعطيك الوقت. Ça, c'est ce qui vraiment qui m'a fait plaisir de me lancer dans ce débat de recherche et de partager les mêmes émotions, surtout pour les futurs chercheurs. احنا كون عنده une idée de recherche sur un pays où ما كيعرفش, peut-être que ça sera l'occasion de partager avec eux. مرحبا بسي ياسين. Te présenter. Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Yassine Yousfi, je suis doctorant à l'université de Binghamton à New York, aux États-Unis. Alors, tout d'abord, et comme l'ont déjà évoqué mes confrères, consoeurs et compatriotes, je salue cette initiative d'information par le Centre marocain des recherches polytechniques et d'innovation. Voilà, je remercie toute l'audience ici présente ou en replay pour le privilège de leur temps et leur intérêt. Ça fait plaisir d'avoir des gens intéressés par les recherches. Et également, bien sûr, je remercie M. Ahmed pour l'invitation et pour la présentation avec ces mots bien flatteurs. Alors, je fais ma thèse aujourd'hui dans la stéganographie et la stégananalyse. Alors, c'est des
mot bien grand pour dire des choses simples. Alors, la stégonographie, c'est la science de la communication dissimulée, c'est-à-dire comment cacher un message dans un autre message. Euh, et la stéganalyse, c'est la détection de ces messages-là, donc des messages qui ont des messages cachés dans le message. Pour donner un exemple, voilà, je suis un journaliste dans un pays où le journalisme n'est pas libre, où je ne peux pas tout partager. Et j'ai envie de partager une information avec le public, avec un autre journaliste dans un autre pays où le journalisme est plus libre. Et j'ai envie de cacher cette information-là dans un message. Ça peut être une image, ça peut être une vidéo, ça peut être du texte. Et voilà, donc je la cache et j'envoie le message qui a l'air totalement innocent et je l'envoie dans un email disant bonjour, si Ahmed, voilà une photo de mes vacances à San Francisco, bien cordialement. Et si Ahmed, c'est bien que dans la photo, il y a un PDF, quelque chose d'assez critique dans ce message-là et il pourra le partager avec ses confrères journalistes. Donc ça, c'est un exemple d'application. Alors, il y a beaucoup d'exemples. Et en contrepartie, la stéganalyse, c'est la détection de ces messages-là. Donc, c'est une détection statistique. Et plus spécifiquement, j'utilise ce qu'on appelle l'apprentissage profond ou le deep learning pour détecter ces messages-là qui ont des ambiguïtés statistiques dans leur contenu. Donc, voilà, ça, c'est mon sujet de thèse. Et voilà, je ne sais pas s'il y aura des questions dans le chat. Mais voilà, s'il y a des questions, avec plaisir partager mon expérience modeste dans la recherche, dans le doctorat aux États-Unis. Voilà. Encore une fois, merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Yassine. Madame Hind, marhaba. D'accord, marhaba. Donc, c'est Hind Brtoum. Je suis doctorante à l'université Ibn Tufayl à Knétra. Donc, je travaille sur un volet plutôt technique. C'est la sécurité des objets connectés. Et puisque ce sujet-là pose des communications sur des canaux, sur des supports de communication, donc ça pose le problème de sécurité, que ce soit la sécurité des données, la sécurité des transferts de données, des échanges. Donc, c'est un peu critique la sécurité de ces données pour pouvoir assurer le rôle et les objectifs attendus de ce domaine-là. Donc, voilà, ce que je travaille, ce que je fais, c'est plutôt la sécurité de ces échanges. Et le travail sur un volet plutôt spécifique, maintenant, c'est plutôt l'authentification pour garantir une authentification sécurisée pour accéder à ces systèmes-là et qu'on peut savoir qui a fait quoi et comment il a fait. Donc, voilà, c'est mon domaine, c'est le sujet sur lequel je travaille dans le cadre de ma thèse. Donc, merci. Comme vous pouvez le constater, une riche expérience dans la recherche, très variée, très diversifiée, et aussi intéressant parce que la plupart des sujets, ce sont des sujets de l'actualité, que ce soit dans l'intelligence artificielle, dans le smart city, dans les objets connectés, même au niveau de l'éducation, c'est un sujet qui nous parle tous. La question qui vient à l'esprit, pourquoi vous avez choisi votre pays d'accueil actuel? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? علاش اختارينا نمشيو لاشين واحد في كندا واحد نبقى في المغرب واحد في فرنسا واحد في الإيتازوني علاش هذا لو شوا؟ Comment j'ai pensé la première fois choisir étudier au Canada, ou là plutôt pourquoi? En fait, je me rappelle quand j'ai fait mon master au Maroc, on avait l'occasion de recevoir quelques profs universitaires canadiens qui venaient donner quelques cours par session. Et généralement, ces profs canadiens ils vont se déplacer pendant la session d'hiver, entre parenthèses, pour fuir un peu le moins 20, le moins 30, et venir profiter du bon climat marocain. Je dirais que c'est le premier contact que j'ai eu avec le monde universitaire canadien. C'était durant des cours donnés par ces profs. Et avec le contact, avec le fait de les côtoyer un peu plus, on découvre qu'il y a une pédagogie assez particulière. C'est-à-dire qu'ils vont plus miser sur un nombre de cours limité, mais ils vont essayer plutôt que ça soit très approfondi et que la manière avec laquelle généralement le syllabus est
est planifié, ou là, le programme du cours est planifié, c'est de pousser l'étudiant à ce qu'il puisse faire plus d'efforts et que la relation entre le prof et l'étudiant n'est pas vraiment une relation, je dirais, hiérarchique et verticale, c'est-à-dire qu'il y a un donneur de message et puis un récepteur de message. Je pense que j'avais constaté qu'il y avait une collaboration qui se produit entre les deux. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu quelque chose d'intriguant. Puis généralement, l'être humain cherche toujours ce qui est loin. Puis je me suis dit, pourquoi pas le Canada? Et puis en creusant un peu plus, en cherchant un peu plus, là, je découvre qu'il y avait un programme de master parce que j'ai refait un autre master ici. Et là, si vous permettez, c'est que après avoir consulté ces profs, leur conseil, c'était de refaire un master pour en fait s'habituer un peu plus à cette pédagogie nord-américaine. Et d'une part, mais d'autre part, c'est pour acquérir un peu plus d'expérience dans le domaine d'enseignement et de recherche universitaire. Pourquoi? Parce que si on souhaite par la suite faire un doctorat, ça devient très difficile de concurrencer les étudiants qui ont étudié ici parce qu'ils ont généralement des dossiers plus compétitifs quand vous allez chercher des bourses, quand vous allez postuler à un doctorat. Donc, le fait de refaire un master, ça vous donne le temps d'acquérir une expérience locale ici et d'avoir des références locales, c'est-à-dire des profs qui sont prédisposés à vous appuyer, à vous encadrer, à vous accompagner. Ça peut arriver, et c'est fréquent peut-être, que vous choisissiez de faire un doctorat à partir du Maroc en cherchant un prof qui va vous encadrer au Canada. C'est faisable. Sauf que généralement, les profs souhaitent s'engager avec quelqu'un avec qui ils ont déjà un lien, une relation de confiance, parce que le travail se fait sur 5 ans. Et quand on travaille sur 5 ans, il faut avoir cette capacité d'écoute, cette capacité de collaboration. Et pour cela, je pense qu'il est nécessaire pour moi de refaire un master, le temps d'acquérir ces références canadiennes et d'avoir quelques repères au Canada, pour que par la suite, je peux avoir un dossier qui répond le plus aux attentes des profs qui peuvent accepter ou non mon dossier de candidature au doctorat. Je reviens sur ce point très intéressant, c'est que, comme tu l'as dit, au Canada, ils ont un système basé sur les modules. C'est-à-dire, il n'y a pas un cours de A à Z, il y a des cours de A à Z, certes, mais au niveau du module, et vous allez récolter le nombre d'unités d'enseignement au fur et à mesure que vous avancez dans les études, ça peut être 1 année, 2 ans, 3 ans, peu importe. Est-ce que c'est la même chose en Chine? Là, Hamid, il parle il a refait son master. Pour lui, c'est un point très fort pour avancer sereinement dans la recherche académique et pour qu'il soit sur la même longueur de compétences académiques par rapport à leurs camarades de recherche. Est-ce que c'est la même chose en Chine ou il y a un autre système qu'on peut savoir aussi? Alors, étant donné que moi aussi j'ai eu mon master au Maroc, le fait de partir en Chine, en fait, il n'y avait pas un besoin de refaire un master en Chine. Pourquoi? Parce que justement, dans ma promotion de doctorat, il y a plusieurs étudiants venant de différentes aussi coins du monde. Et donc, parce que la Chine, pour aussi qu'on s'initiait au système anglophone et un peu dur de la Chine, on a une année, à part l'année préparatoire qui s'appelle l'année de langue, il s'appelle pre-training, parce que moi, j'ai fait le doctorat en 4 ans, y compris l'année préparatoire de la langue. Parce que moi, c'était important que je puisse finir l'année de langue, que je fasse l'examen international de langue de niveau 4, parce que le niveau supérieur, le niveau le plus élevé en Chine, enfin en langue chinoise, c'est de 6. Et moi, j'étais obligée de passer de 4 pour que je puisse intégrer les cours en chinois et en anglais. Et donc, je reviens à la question. La deuxième année, qui est la première année pour moi, en rentrant dans ma School of Education, cette année, il y a beaucoup de cours. D'accord? Ils sont assurés par les enseignants chinois. Et donc, justement, pour s'assurer qu'on a tous des bases correctes pour faire une recherche qualitative, on a eu un cours qui s'appelle Qualitative Research Method. Pour s'assurer aussi que tous ceux qui viennent du Maroc, de la Russie, la Philippines, l'Éthiopie et Pakistan, c'est mes camarades de PhD, des gens qui sont avec moi dans le département. On a eu un cours aussi, Quantitative Research Method. Et à la fin de chaque cours, on était censé d'écrire un article. D'accord? Donc, on a eu beaucoup de… Donc, la première année, c'était une année vraiment de cours pour, on va dire, pour unifier les niveaux
ceux qui viennent au Maroc, ceux qui viennent de la Russie, ceux qui viennent de… Donc ça, c'est un moyen pour nous, c'était pour s'initier au système chinois, pour adhérer à leur système et à leur module aussi. Nous aussi, on avait des modules. Donc, comme je disais, la recherche qualitative, c'était un module. Quantitative, c'était un module. Mixed Method, c'était aussi un module. Et on a eu aussi ce qu'on appelle dans l'été, parce que la Chine, on a juste un mois, même pas, on a 20 jours de repos et donc de vacances. Donc nous, on finit jusqu'au 2 août et on reprend vers le 25 août. Pourquoi? Parce que le mois de juillet, c'est un mois dédié à ce qu'on appelle Summer School. Et donc là, on fait appel à des grands professeurs des États-Unis, surtout des 10 elite world class universities comme la Columbie, Harvard et Appalachian State University. Donc j'ai eu la chance d'être aussi encadrée et j'ai assisté à différents cours durant le Summer School. Donc c'est au niveau de la première année. Donc tout ce système-là, de septembre jusqu'en août, vous avez la chance aussi de comprendre le système, d'y adhérer et de faire preuve que voilà, vous allez répondre au système et requirements d'un professeur chinois. Voilà. Merci pour ces informations. Je crois que le problème ne se pose pas dans le cursus académique au Maroc, Hind. Après le master, on n'est pas obligé de refaire une année pour être en équation par rapport aux besoins de la recherche, ou est-ce qu'il y a un master de recherche comme je l'ai vécu en France? Si tu peux, Hind, nous éclaircir sur le parcours. Je pense qu'il y a des masters de recherche, mais il faut les choisir juste après la licence, je pense. Mais sinon, si on a un diplôme différent, ce n'est pas nécessaire vraiment de refaire un master. Je connais des gens qui ont eu un master technique normal et ils ont eu la possibilité d'accéder au doctorat sans problème. Par exemple, moi, j'avais un diplôme d'ingénieur et je n'ai pas eu de problème. Donc, j'ai postulé à un doctorat, j'ai intégré sans aucun problème. Peut-être que dans d'autres pays, et je pense que tout le monde va être d'accord, le système déjà, il est différent. Donc, le diplôme marocain, je pense qu'il n'est pas vraiment aligné avec ce qu'on demande dans dans les autres pays. Voilà pourquoi ils ont besoin de refaire un master ou bien de refaire un diplôme qui précède le doctorat pour pouvoir accéder à un doctorat par la suite. Ok. Si j'ai bien compris, c'est le même système européen qu'en France. Mohamed, est-ce que tu peux me confirmer le process d'intégration d'un cycle doctoral en France? Je crois que c'est le même principe qu'au Maroc. Non, pas du tout. Ben, ce n'est pas du tout pareil. C'est que ça dépend de chaque université, de chaque laboratoire. Donc, des fois, c'est à la guise des écoles doctoraux, plutôt des écoles doctorales et des laboratoires de recherche. Moi, par exemple, pareil qu'Abdelhamid et Zineb, j'ai déjà eu un master au Maroc, c'est un master initial en gouvernance publique. Et j'ai choisi naturellement la France parce que c'est la première destination des étudiants marocains qui souhaitent partir à l'étranger. Et en venant en France, j'avais toujours envie de faire un doctorat et j'ai découvert que pour faire le doctorat, il faut obligatoirement, là je parle de l'institut là où je suis, il faut obligatoirement passer par le master recherche. Nous, on a un master recherche carrément, là où on rentre, c'est un master mutualisé avec d'autres, en fait c'est un laboratoire, il y a plusieurs spécialités, il y a le management public, marketing, finance et audit et stratégie et ressources humaines. Alors, ils regroupent des candidats, c'est un peu pointu le recrutement des étudiants parce qu'on n'est pas assez nombreux dans chaque spécialité. On est 2, 3, 4 maximum et on passe un master recherche. Là, on fait vraiment la recherche comme Zineb l'a dit. On a des intervenants, des profs de haute qualité qui viennent, qui nous font par exemple un cours sur la méthode qualitative. Sur la méthodologie qualitative, par exemple, moi j'ai eu 3 intervenantes qui sont, l'une d'elles c'est ma directrice de thèse d'ailleurs, et qui nous ont fait des cours de spécialité, des techniques de collecte de données par le biais des méthodes qualitatives. Pour le cours, par exemple, pour les méthodes Conti, on a eu 2 intervenants aussi. Un qui a fait les méthodes Conti pures et simples, qui nous a montré un peu les modèles d'analyse, et l'autre qui nous a fait un cours d'économétrie.
c'est un peu, c'est qu'on étudie vraiment en un semestre, c'est un semestre accéléré, là on étudie vraiment c'est un tronc commun entre toutes les spécialités qui font on fait que la méthodologie. Pour chaque prof, c'est différent ce qu'a dit Zineb, c'est-à-dire on n'est pas censé faire un article ou écrire un article, mais plus on est dans cet aspect-là, on nous apprend comment critiquer une thèse, comment critiquer un article, comment choisir les articles, etc. Et au second semestre, chacun part dans sa spécialité, c'est-à-dire pour les gens qui font le management public, ils vont partir pour voir les tendances et que les thématiques qui sont émergentes. Donc, pour cela, en France, je pense qu'il s'est aligné aux autres pays, genre notamment en question pour accéder au doctorat, il faut d'abord avoir les prérequis nécessaires en matière de méthodologie. Et en plus de ça, je pense que c'est le cas notamment aux États-Unis et au Canada, c'est que maintenant on oblige les étudiants en doctorat à avoir un financement. C'est-à-dire que peu d'écoles doctorales, voire il y a vraiment peu en France qui vont accepter un candidat qui n'a pas de contrat doctoral ou qui n'a pas de financement CIFRE ou quoi que n'importe quel financement. Je vais rebondir sur ce point-là et je pose la question à Yacine. Yacine, d'après nos échanges, tu as commencé tes études en France et tu es parti aux États-Unis. Et là, il y a un point de différence. Tu connais le contexte français qui est plus ou moins le même au Maroc. Et aux États-Unis, on parle d'un doctorat au minimum. Il faut avoir le minimum 4 ans. C'est ça? Oui, alors, On n'est pas obligé de finaliser le doctorat sur 3 ans, même 4 ans, mais il faut commencer de parler d'un doctorat à partir de 4 ans de recherche. Est-ce que cela, c'est vraiment le cas? alors oui, c'est généralement le cas. Alors, je dis généralement parce qu'il y a toujours des exceptions. Voilà, le parcours doctoral est un parcours très personnel. Mais généralement, dans 99% des cas, voilà, ça peut aller de 4 à 6 ans, un parcours doctoral aux États-Unis. Alors, ça dépend beaucoup des groupes, ça dépend beaucoup des entreprises, des universités, pardon. Mais voilà, c'est entre 4 et 6 ans. Généralement, ça ne va pas jusqu'à 6 ans parce que voilà, les gens qui viennent du Maroc ou de la France ont déjà un master. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, alors là, ça va être, ça va être un peu la grosse différence, c'est que les gens peuvent faire un doctorat sans master aux États-Unis. Alors, ils peuvent passer de la licence, de bachelor, jusqu'au master, jusqu'au doctorat, directement se passer par la case master. Alors, ça, c'est possible, mais généralement, les gens qui viennent de l'étranger, les gens qui viennent de la France et du Maroc, etc., ne font pas ce choix-là. Voilà, parce que pour passer directement à un doctorat, voilà, faut avoir un bagage scientifique, il faut connaître des professeurs, il faut connaître le sujet, il faut connaître voilà, l'état de l'art, etc. C'est pour ça que généralement, les gens commencent par un master. Et mon master, je l'ai fait à Centrale Lille, l'école centrale de Lille. Pardon, ma lumière est automatique. Du coup, il faut que je bouge pour trouver le capteur. Désolé. Donc, voilà, mon master, je l'ai fait à l'école centrale de Lille. Dans le machine learning, l'apprentissage automatique en français et les sciences de données. Et donc, pour faire un doctorat aux États-Unis, alors, c'est possible de commencer par un master, tout est possible, mais voilà, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses dites par Abdelhamid et par Zineb qui résonnent beaucoup avec mon expérience. Alors, c'est que le système américain est très différent du système francophone. Voilà, c'est par la durée d'abord, mais aussi voilà, l'école doctorale en France, c'est un peu minime, je pense. Il y a pas beaucoup de cours à suivre. Alors aux États-Unis, on parle plutôt du programme doctoral. Donc quand on rejoint le groupe, l'école, alors il faut suivre certains cours. Il y a un nombre de crédits à compléter. Il y a des examens à suivre. Voilà, donc c'est tout un programme qui est assez spécialisé en fonction du département. Alors, si on fait une thèse
au département marketing, c'est pas la même chose que si on fait une thèse dans le département d'ingénierie, etc. Donc, les cours varient. Donc, voilà, on a des cours de recherche qualitative, quantitative, etc. Et voilà, donc c'est des examens par la suite. Et voilà, je pense que c'est en partie pourquoi c'est un peu plus lent, parce que voilà, il y a tout un système à suivre qu'en France où généralement il y a quelques petits cours à suivre et voilà, on défend la thèse. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est un peu plus lent. Juste la question, tout ce parcours académique dans le cycle doctoral, est-ce qu'il est sous la responsabilité d'un directeur de thèse? Yacine, là, ton choix pour la recherche, est-ce que tu as déjà contacté un professeur, un directeur de thèse, ou c'était jusqu'à le choix de la thématique? Après, on va sélectionner, on va dire, je vais faire mon doctorat avec tel professeur, junior ou senior, peu importe. Mais comment ça a été pour toi, cette expérience de démarrage dans le cursus Hmm. académique? Alors, c'est une très bonne question. Comme l'a déjà dit Abdelhamid aussi, et je pense, selon mon expérience personnelle, c'est qu'il y a deux approches. Donc, comment commencer un doctorat en Amérique du Nord, aux États-Unis, c'est d'abord, mon cas personnel, c'est être déjà en contact avec un directeur ou une directrice de thèse dès le début de la thèse. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut se faire avec, voilà, avec nos expériences académiques avant le PhD, avant le doctorat, dans le master. Voilà, on a des contacts académiques et voilà, donc si on est déjà en contact avec un directeur ou une directrice de thèse auparavant, donc ça aide beaucoup. Pourquoi? Parce que voilà, ça simplifie beaucoup les choses. On a un point de contact direct qui explique les démarches, etc. Et l'autre possibilité, c'est de ne pas avoir de contact. Alors, c'est possible aussi. Et quand on n'a pas de directeur ou directrice déjà assigné à un étudiant, il est aussi possible de postuler donc, au programme doctoral. Et voilà, donc, quand c'est comme ça, on choisit par rapport à la thématique générale. Donc, si on est intéressé par la sécurité de l'information, alors, il y a des groupes connus, il y a des universités très connues aux États-Unis qui font des sécurités de l'information. Si on est intéressé par l'agriculture connectée ou quelque chose comme ça, bah, il y a toujours des groupes. Voilà, quand on lit les articles, on voit très bien qu'il y a des groupes qui sortent du lot. Et voilà, donc il y a certains groupes de recherche. Et on postule sans avoir de directeur ou directrice de thèse. Alors, quand c'est le cas, quand on n'a pas de contact, alors faut passer les quelques premiers mois à chercher un directeur, chercher une directrice. Et voilà, il faut essayer de se vendre pour rejoindre le groupe de recherche du professeur ou de la professeure. Voilà. Oui, c'est intéressant parce que dans les pays anglo-saxons, le choix du directeur de thèse, il y a des normes à respecter, même au Maroc, par rapport à la thématique et aux professeurs qui s'intéressent à telle thématique, il faut cohabiter les deux axes et les deux segments entre un directeur de thèse qui s'intéresse à un point de vue avec une thématique qui t'intéresse toi-même comme doctorant-chercheur. C'est Abdelhamid, est-ce que c'est le même cas au Canada comme étant un pays anglo-saxon? Effectivement, je voulais vous demander si je peux me permettre de rebondir sur quelques points qui ont été soulignés par Yacine. Je pense que, parce que j'ai essayé à un certain moment de postuler un doctorat en Europe, donc j'ai vécu un peu les deux expériences, entre le doctorat européen, francophone, notamment en France et en Belgique, et puis le doctorat euh, anglo-saxon, canadien, américain. La première différence, c'est que, comme disait Yacine, c'est que c'est un programme où il y a des cours obligatoires durant la première année. Dans mon cas, c'était des cours obligatoires avec une présence obligatoire. Et quand on finit et on réussit ces cours, là, on passe à une année d'examen de synthèse. Des examens de synthèse, pour être très précis, c'est que ça dépend de chaque université, de chaque département, mais généralement, c'est que les profs responsables vont en fait vous donner l'équivalent. Dans mon cas, c'était l'équivalent de 80 jusqu'à 100 références par thème. Et là, vous aurez 4 mois à lire et puis à gérer votre temps comme vous le souhaitez, puis c'est à votre responsabilité. Une fois que vous passez en fait ces 4 mois à lire et à approfondir vos connaissances dans votre domaine, là, ils vont vous inviter en fait à l'examen. Vous allez recevoir des questions chez vous, 5 questions, puis vous aurez en fait la possibilité de choisir 2 questions sur 5 et d'y répondre en fait dans un délai de 3 jours.
Et par la suite, ils vont vous demander en fait, ils vont vous solliciter pour une entrevue. Et après avoir passé ce premier examen de synthèse, là, ils vont vous proposer encore un deuxième examen de synthèse. C'est pour cela que le programme devient un peu plus long, un peu plus laborieux, comme Yacine disait tout à l'heure. Et généralement, je pense que c'est dans le cas de ce que j'avais vu avec mes collègues ici, c'est l'année barrage en fait. C'est une année en fait qui permet soit de continuer par la suite, soit malheureusement ceux et celles qui n'arrivent pas à réussir l'examen de synthèse une fois, ils auront une dernière chance. Une fois ils n'arrivent pas à le réussir, là ils seront obligés d'être expulsés du programme. Donc c'est pour cela que ça devient un peu plus complexe durant la deuxième année. Une fois que vous réussissez en fait ces deux examens de synthèse, là vous allez passer à l'examen de proposition de thèse. Et là, une fois ça va être validé par le jury, c'est là que vous allez commencer votre recherche empirique. Donc il faut que ça soit validé par le jury pour commencer la recherche empirique. Et en général, ça devrait prendre entre 4 ans et 6 ans. En moyenne, c'est 5 ans et demi. Tout ce que en fait, les collègues que j'ai côtoyés ici, ils vont faire ça durant une période de 5 ans et demi. Pour revenir à votre question sur le choix du directeur, c'est que en France et en Belgique, d'après mes souvenirs, c'est toujours, si je me rappelle bien, c'est qu'il faut trouver un directeur qui vous accepte dès le début, puis avoir une approbation ou une promesse officielle de la part du directeur de thèse pour pouvoir postuler au programme de doctorat européen. Or, dans le cas canadien ici, vous n'êtes pas obligé de l'avoir dès le début. Si vous l'avez, tant mieux, parce que vous aurez, comme Yacine disait tout à l'heure, un peu plus de temps pour créer une confiance, pour se faire connaissance, etc. Mais si vous n'avez pas votre directeur dès le début, vous allez juste choisir le programme, vous allez postuler, puis durant la première année de cours et la deuxième année d'examen de synthèse, là, vous aurez l'occasion de choisir quelqu'un. Comment ça va se faire? C'est que vous allez parcourir le répertoire des profs, puis vous allez voir ceux qui travaillent sur les mêmes thématiques ou les thématiques approximativement proches de celles que vous avez choisies. Et comme Yacine disait, il faut vraiment essayer de se vendre. Mais surtout, il faut que le prof potentiel que vous souhaitiez en fait avoir comme directeur puisse voir son intérêt dans votre encadrement. C'est-à-dire que votre thèse devrait apporter quelque chose pour lui parce que réellement, il y a un calcul à faire et puis les profs vont choisir les étudiants qui travaillent sur des thématiques qui sont très proches de leur champ de recherche. Donc, en gros, je pense qu'il y a une différence structurelle entre la méthode américaine et canadienne et anglo-saxonne de manière générale et la méthode francophone européenne. Je ne crois pas qu'il y ait une qui soit meilleure qu'une autre. C'est juste en fait des façons de faire, des manières à faire pédagogiques qui sont différentes et que chaque a ses avantages, a ses limites, bien évidemment. Merci, Sir Abdelhamid. Et Hind, si je te pose la même question au niveau du choix de directeur de thèse ou le choix de la thématique, dans le cycle doctoral marocain, le plus important des deux, ou il devait être en parallèle le choix, ou plutôt les deux choix? Donc, ça dépend déjà de la personne, des opportunités qu'elle a eues. Donc, quelle est la possibilité d'elle trouver un encadrant avant l'année qui suit? Par exemple, contacter un encadrant avant, lui proposer ton sujet ou ton projet de thèse. C'est le cas pour moi. J'ai contacté mon encadrant et je lui ai communiqué que le fait que je voulais travailler sur la sécurité. Et puis, on a arrêté les points qu'on veut et on a fixé le sujet. Et il y a la deuxième possibilité, c'est d'attendre que les universités publient leurs sujets qui sont disponibles. Mais là, on ne choisit pas vraiment le professeur, sauf pour les gens qui les connaissent déjà. Donc là, on choisit plutôt le sujet que l'encadrant. Et puis après, on fait la première connaissance de l'encadrant lors des entretiens. Si on peut le convaincre, donc on est soutenu. Et sinon donc, il faut tenter autre chose. Mais je préfère, si la personne sait déjà ce qu'elle veut et sait sur quoi elle veut travailler, je préfère qu'elle contacte plutôt un encadrant d'avance pour être sûr de, comme on dit mes collègues, de gagner sa confiance, de prouver qu'on est vraiment intéressé par le sujet et qu'on est intéressé par le projet de thèse. Dans ce cas, Mohamed, est-ce que c'est le même cas pour ton parcours? Est-ce que tu as choisi le directeur de thèse ou la thématique qui t'intéresse en plus? Peut-être nous avons eu l'occasion d'échanger sur ce sujet et nous avons des points qui qui se convergent vers un choix bien précis. À ton avis, par rapport à ton expérience aussi,
quel est le plus important pour y accéder dans le cycle doctoral en France? Le plus important, à mon avis, c'est que il faut avoir la motivation. Il faut avoir cette avidité-là d'apprendre. Il faut avoir l'avidité du savoir. C'est que de vouloir apprendre tout le temps plus. C'est qu'à chaque fois qu'on lit un papier, un chapitre d'ouvrage ou quoi que ce soit, il y a quelque chose qui nous interpelle derrière, aller fuir, aller un peu vouloir connaître plus. Je pense que c'est le cas de tous les chercheurs. C'est qu'on est animés tous par cette curiosité-là d'apprendre. Et pour le cas d'ici, c'est que, à mon avis, il faut que... Moi, je fais tout le temps la métaphore de la thèse comme un mariage. C'est une métaphore, c'est-à-dire on se lie à un directeur ou une directrice de thèse. Pour mon cas, j'en ai deux. Donc, on va rester avec eux pendant 3 ans. Alors, autant se marier avec quelqu'un qui va vraiment nous plaire, qui va vraiment nous satisfaire, avec lequel on va s'épanouir pendant 3 ans, 4 ans, que de se mettre avec quelqu'un qui va vraiment nous faire la boule au ventre où on ne va pas du tout être satisfait. Donc, pour moi, heureusement, c'est que j'ai une directrice de thèse qui est merveilleuse et un co-directeur aussi qui est merveilleux et que je suis vraiment très épanoui avec eux. C'est eux qui m'ont choisi, par contre, c'est pas moi qui les ai choisis parce que mon sujet de thèse, ça rentre dans leurs compétences. D'un côté, j'ai une directrice qui travaille sur le management stratégique territorial et une directeur qui travaille sur la résilience territoriale et notamment la question des villes intelligentes. On se pose la question, est-ce qu'une ville intelligente est déjà une ville résiliente? Donc, pour moi, il faut qu'on choisisse quelqu'un qui vraiment... il faut faire l'enquête aussi. Hein, il faut enquêter sur le directeur de thèse pour savoir s'il est vraiment bien pour nous ou pas. Donc, je pose la question à Yacine. Le financement, lorsqu'on se demande comment vivre aux États-Unis, qui est un pays plus ou moins riche et qu'on est loin de la famille, comment le quotidien d'un chercheur, s'il n'a pas un contrat de recherche universitaire? C'est une très bonne question. J'espère que mon micro marche. Alors voilà, c'est une très bonne question. Le financement est un sujet très important et c'est important qu'on en parle sans tabou. Je sais que certaines cultures, parler d'argent est un peu tabou, mais voilà, il faut sortir de ces tabous-là. Alors, comme tu l'as dit, le financement important dans un pays comme les États-Unis, alors juste pour la simple raison que les universités sont assez chères. Juste l'inscription à l'université est très très chère. Donc voilà, faut planifier à l'avance. Il faut savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Alors généralement en doctorat, quand on accède à un programme doctoral, il y a quelques types de bourses. Il y a 2 grands types de bourses. Alors, selon les villes, selon les universités, il peut y en avoir un peu plus, mais il y en a 2. Notamment le TA-ship, donc Teaching Assistant, et RA, Research Assistant. Généralement, quand on décroche ces bourses-là, les bourses couvrent l'inscription, donc les frais d'inscription de l'université, et aussi un salaire modeste, comme tous les salaires des doctorants. Donc voilà, c'est un salaire qui est suffisant pour vivre normalement. Frugalement, comme on peut dire. Donc voilà, c'est ces 2 bourses-là qui sont importantes à décrocher. Alors, ces bourses-là sont indépendantes du programme doctoral. Alors, on peut très bien commencer un doctorat sans avoir de bourse. Donc, tout frais qui sortent de la poche personnelle du doctorant, ça peut faire un peu mal, mais voilà, le processus d'application au programme doctoral doit généralement se faire en parallèle avec une application pour la bourse. Et voilà, donc ça se fait en parallèle. Et quand tout va bien, tout est pour le mieux et on n'a pas besoin de s'endetter pour payer les frais d'inscription. Dis-moi, Zeynep, je reviens vers toi. La même question pour le financement. Alors, je disais, moi, c'est un peu pratiquement comme Yacine. On a aussi 2 types de bourses, principalement. Alors, la première, c'est le CSC, c'est Chinese Government Scholarship.
Et la deuxième, c'est University Scholarship. Donc, moi, je fais partie de la deuxième catégorie qui est University Scholarship. Donc, la différence entre les deux, c'est que la deuxième, c'est les leaders de la province où tu es, en Chine. Ils vont faire des budgets d'investissement pour des thématiques différentes pour financer des étudiants étrangers. Maintenant, pour le Chinese Government Scholarship, celle-là, c'est entre on appelle ça, dans une relation bilatérale entre la Chine et le Maroc, vu la relation et l'amitié entre les deux pays, donc sino-marocaine. Et puis, la différence des bourses, d'abord, ça couvre tout. Ça couvre le dortoir, ça couvre les frais d'inscription, les frais des études et un peu tout. Maintenant, la différence entre les deux, c'est que la bourse, comme on appelle stipend que vous allez recevoir à la fin de chaque mois, elle diffère. Celle du Chinese Government Scholarship, elle est de 3 000 RMB, qui est pratiquement 4 900 dirhams marocains. Et la deuxième de l'université, elle est pratiquement 2 500 dirhams marocains. Pas la différence entre les deux. Maintenant, ça, c'est au niveau de toute la période de 3 ans ou 4 ans de doctorat. Maintenant, pour partir, par exemple, pour assister à des conférences ou pour publier des articles, l'université, elle a un petit budget, d'accord? Il faut vraiment gérer en fonction de là où vous voulez publier vos articles. Est-ce que c'est Scopus? Est-ce que c'est Social Science Citation Index? Parce qu'on sait tous qu'il y a des journaux qui demandent vraiment des frais de publication qui sont très chers. Et d'autres moins. Donc, en fait, c'est un choix à faire. Maintenant, si vous dépensez, par exemple, si vous publiez déjà 2 articles en Scopus, le budget, vous l'avez déjà dépensé. Le reste, il faut le payer de votre propre poche. D'accord? Ou bien, l'université, après 2 ans de doctorat, on a un programme qui s'appelle Scholarship Excellence, qui fait, vous faites comment on appelle ça? Dans le cadre de votre thèse, vous demandez à l'université de vous donner un autre budget. Et là, c'est à la base d'une sélection, à la base de combien d'articles vous avez publiés auparavant, et à la base de c'est quoi le proposal de vos articles dans le futur. Et donc, là aussi, moi aussi j'ai été chanceuse d'avoir aussi cette bourse qui est de valeur de 20 000 RMB, c'est-à-dire 25 000 dirhams marocains. Et que l'université aussi, elle vous offre pour que vous puissiez publier, faire des conférences à l'international. Juste une question, Hind, au niveau de la publication des articles. Comme il l'a signalé Zeynep, ça dépend aussi du journal de publication. Il y a des journaux qui sont accessibles, d'autres qu'il faut un investissement. Le nombre d'articles, est-ce qu'il y a un nombre limité d'articles qu'un doctorant chercheur doit publier à l'année ou au cursus? Comment ça se passe au Maroc par rapport aux différentes thèses? Parce que je sais bien que d'un domaine à un autre, il y a des domaines où on est obligé de publier, d'autres domaines où on n'est pas obligé de publier des articles dans des revues scientifiques. Vous pouvez confirmer ça? Oui. Alors, donc, ça dépend des centres doctoraux. En fait, il y en a des uns qui demandent une publication et une communication. Il y en a des autres 2 publications, une communication. Donc, il n'y a pas une règle générale, mais chaque centre doctoral a une règle propre à eux. Et voilà. Abdelhamid, c'est le même cas au Canada ou c'est différent? Est-ce qu'on est obligé de publier au démarrage, première année, deuxième année ou jusqu'à la fin? Ça dépend. Je ne sais pas si on va considérer ça comme une triste réalité ou non, mais il y a une expression qui est répandue ici, c'est publier au périr. Donc, avant de finir son doctorat, il faut avoir minimum 3 articles déjà publiés ou en cours de publication dans des revues scientifiques reconnues. Sinon, la personne aura beaucoup de difficultés à décrocher un poste de professeur parce qu'elle va rester malheureusement comme un chargé de cours. Et une fois vous êtes dans cet engrenage de chargé de cours, vous allez en fait être condamné malheureusement à y rester. Puis c'est le cas de quelques personnes que j'ai rencontrées. Donc pour répondre à votre question, oui, il faut avoir 3 publications avant de finir ou déjà en cours de publication pour décrocher un poste. Oui, c'est Mohamed, dans ton cas, par rapport au domaine de compétences, est-ce qu'il y a une obligation dans ta recherche à publier?
En fait, il n'y a pas une obligation en vrai sens du terme. Ça dépend de l'objectif de chaque doctorant. C'est-à-dire, si quelqu'un veut passer le CNU, qui est le Centre national des universités pour devenir maître de conférence, alors à ce moment-là, c'est comme Abdelhamid et Hind, je pense, ils ont dit qu'il faut avoir au moins participé à un colloque, publier des articles dans des revues qui sont classées FT15 ou CNRS, ce qu'on appelle les CNRS, c'est-à-dire premier rang, deuxième rang, minimum, c'est publié dans des troisièmes rangs. Donc, ça, c'est le premier cas des étudiants, plutôt des doctorants qui veulent partir c'est-à-dire devenir maître de conf. Ben, si quelqu'un qui n'a pas vraiment cet objectif, c'est-à-dire il veut avoir la thèse pour faire autre chose, c'est-à-dire faire du consulting et faire pour qu'il a d'autres motivations, c'est qu'à ce moment-là, il n'y a pas de publication. Il peut faire tout simplement le manuscrit et puis par la suite, il aura juste le titre de docteur, mais derrière, il n'aura rien produit en termes de production scientifique. Je sais bien, aux États-Unis, c'est un peu différent. Le nombre d'articles publiés, peut-être c'est plus important. Est-ce que tu peux me confirmer ça, Yacine? Alors, je confirme ce que vient de dire Abdelhamid, c'est publier ou périr. Donc voilà, c'est un peu ça, faut publier. Il y a pas forcément de limite ou de nombre minimum de papiers à publier. Mais généralement, j'entends alors dans certaines universités, au moins un papier dans un journal et plusieurs papiers de conférences ou de colloques. Donc voilà, généralement c'est ça. Alors en moyenne, dans notre groupe, dans notre département, c'est un peu entre 6 et 10 publications durant le doctorat. Alors, donc voilà, c'est généralement ça, publier ou périr. Et c'est important parce que voilà, le but de la recherche, généralement, c'est de partager la science. Et, euh, et voilà, donc le seul moyen aujourd'hui de partager, c'est de publier. Alors, il y a d'autres moyens qui sont un peu nouveaux, partager sur les réseaux sociaux, partager sur YouTube, etc. Mais voilà, il faut au moins des papiers, des papiers revus par la communauté scientifique. Oui. Je reviens sur la même problématique du laboratoire. Et toujours, on est intégré dans la recherche dans un laboratoire de recherche. Ça peut être une équipe, ça peut être vraiment un laboratoire scientifique où il y a du matériel pour faire de la recherche. À votre avis, l'ambiance, on parle de l'ambiance académique, comment vous vivez ensemble le quotidien, puisque vous êtes des doctorants-chercheurs, l'expérience au sein, vous côtoyez peut-être d'autres personnes de pays d'origine ou des Marocains, vous travaillez seul dans vos coins. Ça dépend. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre expérience? C'est Hamid. Est-ce que tu peux commencer à répondre à cette question? Je sais bien que tu es intégré dans pas mal d'activités. C'est une bonne chose pour un doctorant-chercheur aussi. Merci, Ahmed. Effectivement, je pourrais dire que la vie avant la COVID-19 ne ressemble plus en fait à la collaboration post-COVID-19. La première année de doctorat, je dirais qu'on est comme des rats de bibliothèque. Parce que c'est une année de cours. On vient d'intégrer l'université, on ne connaît pas encore assez les laboratoires. En tout cas, c'était mon cas. Ça se peut que d'autres personnes ont déjà intégré un labo dès le départ. Mais dans mon cas, on travaillait seul dans un bureau réservé aux doctorants. Et durant cette année-là, vous êtes en train de chercher des chaires de recherche, des laboratoires de recherche. Je dirais c'est à partir de la deuxième année que vous allez commencer à découvrir ce qui se passe réellement sur le campus. Et parce que premièrement, vous avez réussi des cours, donc vous avez quelques références à proposer pour créer une certaine confiance vis-à-vis de ces laboratoires que vous allez approcher. Et en même temps, vous aurez le temps de mieux peaufiner votre proposition de recherche, parce que là, ça devient de plus en plus clair dans votre esprit et vos objectifs sont clairs. Et là, quand vous rencontrez les gens, ils sont certains de vos orientations de recherche.
J'ai commencé en fait la deuxième année avec ce réseau dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Open African Innovation Research. Et on se rencontre de manière régulière. Il y a des espaces réservés aux doctorants, aux chercheurs. Il y a des conférences qui s'organisent et puis on rencontre des profs, un peu comme, je pense, la routine de tous les labos de recherche un peu partout dans le monde. Euh, les avantages en fait d'intégrer ces centres de recherche, je dirais, il y a trois types d'avantages, je pense, a priori. Vous avez des avantages certainement en termes d'amélioration de compétences de recherche et de connaissances. Donc là, vous allez rencontrer des seniors qui vont vous accompagner, qui vont vous inspirer davantage également, et vous allez apprendre davantage de ce que vous faites. Il y a des avantages, je dirais, d'un point de vue interculturel. Vous allez rencontrer des doctorants qui viennent de partout en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe. Et là, c'est que vous allez vous apercevoir que vous partagez les mêmes problématiques, mais sous différents angles. Par exemple, il y a quelqu'un qui travaille sur les inégalités en Afrique de manière générale. Il y a quelqu'un d'autre qui va travailler sur les inégalités dans le sud-est asiatique. C'est la même problématique, mais c'est deux réalités complètement différentes. Et là, vous allez vous apercevoir que vous travaillez sur des champs de recherche, mais qui ont des conceptions différentes. Ça vous permet d'avoir un esprit libre, un esprit ouvert sur d'autres façons de voir les choses. Et qu'on n'est pas dans une science exacte, on est dans une science relative. Troisième élément, je ne peux pas le nier, c'est des avantages financiers. C'est que, comme Yacine disait, c'est un tabou, mais là, il ne faut pas que ce soit un tabou parce que les personnes qui nous suivent auraient bien aimé avoir un peu plus d'informations sur les aspects financiers. C'est que ces centres de recherche vont vous garantir en fait des contrats d'assistanat de recherche. Et ça va vous permettre de vivre de manière confortable avant de finir votre doctorat. Peut-être, je rajoute un dernier élément, c'est que en évoluant dans ces centres, vous commencez en fait à créer une certaine expertise et qui va vous permettre comment je vais dire ça, de contacter, d'avoir accès à d'autres opportunités, par exemple. Les gens, quand ils consultent votre CV, puis ils voient que vous travaillez avec, par exemple, un centre de recherche, aligné sur vos problématiques de recherche, ça vous donne plus de crédibilité, plus de légitimité en termes de compétences de recherche. Je reviens vers Hind par rapport à ton expérience. Moi, je te connais très bien et je vois ton engagement sur pas mal de projets, déjà trop chargés par rapport à déjà en plus de la thèse, et surtout au Centre marocain de recherche pour les techniques et d'innovation. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience et quel est l'intérêt de courtoyer ce genre de projets qui peuvent être utiles d'une part ou d'autre par rapport à ton projet de thèse? Oui, bien sûr. Alors, donc, pour mon cas, c'est un petit peu différent parce que je travaille en parallèle du doctorat. Et mon occasion pour côtoyer les autres doctorants, les chercheurs, c'était à travers le CMRPI. C'était vraiment mon occasion pour découvrir les autres horizons de recherche. En fait, le CMRPI, c'était pour moi vraiment, vraiment un pas vers l'avant. Je ne vous cache pas, la première réunion avec le CMRPI, c'est une petite anecdote, mais j'avais préparé une petite recherche que mon encadrant m'avait demandé et je l'avais posée de côté en attendant que je la présente. Et c'était vraiment un cours pour moi. Il y avait des chercheurs, des enseignants, des étudiants et c'était vraiment trop riche que pour moi, c'était 3 heures de cours. Donc, après j'ai vraiment appris beaucoup de choses, que ce soit sur le plan de personnalité, beaucoup de soft skills que j'ai amélioré à travers le centre. Et puis, il y avait en plus de l'échange scientifique avec les autres chercheurs, bien sûr, on travaille sur des projets qui nous réunissent tous. Et donc, il y a ce partage d'informations, ce partage d'expertise et d'expérience. Et donc, ça donne quand même un petit coup vers l'avant pour apprendre beaucoup de choses et avoir d'autres horizons, que ce soit pour la recherche, que ce soit sur le plan professionnel, indépendamment de recherche. Et comme a dit Hamid, donc, sur votre CV après, ou bien sur votre profil, ça fait de la différence. Je pense que ça fait de la différence parce que moi, avant d'intégrer le CMRPI et après, c'est vraiment différent. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup d'expérience et beaucoup d'expertise en plus du côté technique. Et donc, voilà.
Donc, si j'ai bien compris qu'un doctorant-chercheur n'est pas le type qu'on a l'image avec ses petites lunettes qui reste toute la journée dans la bibliothèque en train de fouiller les papiers. L'expérience de Mohamed, elle est plus ou moins différente. Est-ce qu'il y a un labo de recherche? Est-ce qu'il y a, comme peut-être je sais que tu enseignes aussi, quelle est la différence de côtoyer des étudiants, des doctorants-chercheurs dans cet aspect académique un peu élevé, si on peut dire ça? Excuse-moi, le son s'est grisé. Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Juste ton retour d'expérience, là, tu enseignes à l'université. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience, la relation entre enseigner et être aussi doctorant-chercheur, quel est le point d'intérêt pour un doctorant-chercheur aussi? Alors, je peux dire, c'est mon cas, je peux dire que c'est la chose, la plus belle chose qui m'est arrivée en 2020, c'est de rentrer dans cet amphi, de voir, parce que j'ai pu faire, moi, j'ai eu la chance de faire des cours en présentiel. C'était tout avant là où on a fermé encore une fois les universités en France. Et je me rappelle très bien, c'est que j'ai eu la chance de côtoyer ces étudiants. Alors pour moi, c'est une expérience qui est très fascinante pour un chercheur, c'est-à-dire, comme c'est mon cas, que je veux poursuivre dans l'enseignement et la recherche pour mon parcours, pour mon projet professionnel, et que ça permet aussi de transmettre les savoirs, parce que, comme tu as dit tout à l'heure, c'est que ça change un peu l'image d'un doctorant, c'est lui qui est tout le temps planté dans une bibliothèque ou dans son bureau avec des lunettes en train de lire des articles et que personne ne lit par la suite. Mais voilà, c'est que ça change parce qu'on lit des choses pour les transmettre. On devient à la fois chercheur et pédagogue. Et ça vraiment, ça fait la différence parce que ce sont des étudiants. Quand, par exemple, moi, j'ai des étudiants en L1, pour leur expliquer la théorie des choix publics, j'avais besoin de trouver des métaphores pour leur transmettre ce savoir. Donc, pour moi, c'est que ça fait vraiment beau le fait d'enseigner et de faire la recherche en même temps. Je me permets, Zineb, je reviens vers toi. Tu as souligné un point très intéressant tout à l'heure concernant les professeurs qui viennent d'autres universités en Chine pour enseigner. Là, quel est l'intérêt? Vraiment, est-ce qu'il y a un besoin de solliciter d'autres expertises dans le domaine ou c'est inscrit dans le cadre académique entre la Chine et d'autres pays, c'est-à-dire inviter des chercheurs sur des thématiques pour améliorer la connaissance aussi? Alors, c'est pour deux raisons. La première, c'est parce que ça rentre aussi, une fois je choisis par exemple deux cours en été, ça veut dire que ça rentre en fait, pour compléter mes crédits. Et comme Yacine, parce qu'on a le système modulaire, on a un système de crédit. Ça, c'est d'une part. D'autre part, la Chine a cette relation avec les États-Unis en termes de tout ce qui concerne la recherche. Parce qu'on connaît tous que les grands pays qui se positionnent dans les top 10 en termes de recherche scientifique, c'est les États-Unis et la Chine. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce besoin, en fait, de faire intervenir des professeurs des États-Unis. Maintenant, après, c'est nous, les étudiants. Par exemple, moi, j'ai eu la chance d'assister à un cours de qualitatif, un cours de logiciel in vivo pour analyser les entretiens qualitatifs. Et ce professeur, il est aussi, c'est un professeur mexicain, il travaille aussi à Boston University. Et c'est quelqu'un qui travaille sur pratiquement aussi mathématiques. Donc, après, vous avez cette chance de collaborer avec ce genre de personnes et de bien sûr coécrire des articles. Et moi, le système, je comprends que le système, on se ressemble beaucoup, Yacine, Abdelhamid et moi, dans tout ce qui est publication, tout ce qui est système de crédit. Nous aussi en Chine, la première phrase que tu écoutes de la part de ton directeur, c'est publier ou périr. Il y a aussi un bouquin justement à lire. Ceux qui sont en première année, un bouquin qui parle de ou publier ou périr. Donc nous, on a en fait, des requirements très difficiles en Chine. Ça veut dire
thèse peut être la meilleure, mais si tu n'as pas des publications, tu ne pourras pas graduer. Et donc, il nous force vraiment il nous pousse vraiment et nous booste dans ce sens. Je vais rebondir sur ce point-là de publication. Est-ce qu'il y a des Marocains aux universités en Chine qui publient des articles sur place, c'est-à-dire dans des revues locaux en Chine ou non, où il faut choisir des journaux internationaux? Non, on n'a pas le droit de publier dans les journaux genre locaux chinois. Il faut absolument, donc les 3 pays auxquels on doit forcément publier, c'est Canada, les États-Unis et UK. Okay. Et on ne doit pas sortir de cette zone. Hein, et aussi des articles qui ont un impact factor qui dépasse de 0,8 jusqu'à 2 pour les sciences sociales. Et donc, il ne faut pas publier en Scopus. Il faut être soit emerging, malheureusement, donc soit emerging, heureusement d'ailleurs pour nous, donc soit Social Science Citation Index. Et le problème, c'est que le deadline, il y a un article qui peut être under review pendant 1 an. Et après 1 an, on te dit, tu te réveilles un bon matin sur un mail de rejet. Et donc, il faut encore travailler dessus et le renvoyer encore. Voilà. Donc, c'est un peu difficile, mais voilà, c'est le challenge. Oui, forcément, c'est un parcours qui n'est pas facile, mais passionnant. Bien sûr. Si on n'a pas cette motivation d'aller jusqu'au bout, je me demande comment on peut faire pour mener son doctorat à terme. Je ne dis pas une dernière question, mais il y a des questions pour nos web spectateurs qui vont être posées par la suite. Mais j'aimerais bien vous demander, est-ce que vous pouvez me décrire quelles sont les étapes ou les étapes phares pour accéder à un cycle doctoral ou un labo de recherche au pays d'accueil? Je prends par exemple au Canada, Saad Hamid, quelles sont les étapes pour toi les plus intéressantes pour conseiller nos spectateurs afin qu'ils puissent avoir ces informations? Je pense en principe, il y a plusieurs chemins. Et puis là, on le constate avec mes compatriotes, il y a plusieurs modèles de réussite différents. Et puis, comment aboutir à choisir un programme de doctorat. Mais en gros, je pense qu'il faut utiliser ce terme entre parenthèses, il faut très bien magasiner son programme de doctorat parce que vous allez, comme si Mohamed disait tout à l'heure, c'est un mariage qui va durer pendant 5 ans au moins au Canada et aux États-Unis et en Chine. Et là, il faut être vraiment sûr de son domaine de spécialisation. Je vais pas vous mentir en disant que vous avez l'idée exacte de votre sujet de recherche dès le départ. En tout cas, pour moi, ce n'était pas le cas. Je suis passé, pour être honnête avec vous, je suis passé des coopératives de l'huile d'argan aux villes globales. Donc, j'ai commencé dans un premier temps l'économie sociale et solidaire, puis finalement, je me retrouve avec les villes globales. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un processus d'évolution continue et que on a en fait les grandes orientations, ils sont fixés certainement. Parce que vous savez très bien que vous voulez spécialiser, par exemple, en études de développement et que votre doctorat doit être quelque part aligné sur ce que vous avez fait auparavant. En tout cas, pour moi, je pense qu'il faut garder une certaine continuité, une certaine cohérence. C'est-à-dire que, pour être encore plus précis, en études de développement, vous avez plusieurs orientations. Il y a des collègues qui se spécialisent dans le développement et la gouvernance des États, c'est un peu plus politique. Il y a d'autres qui font, par exemple, les mouvements sociaux, c'est social. Il y a d'autres qui font le développement durable, les ressources naturelles. Naturellement, pour moi, j'ai choisi le secteur privé parce que j'avais plus, en fait, un background un peu plus économique. Donc, je ne vais pas choisir la gouvernance politique parce que je n'ai pas de connaissances en sciences politiques auparavant. Donc, je pense que la première étape, c'est de magasiner un bon programme, veiller à ce que ce soit aligné sur vos compétences antérieures, comme ça, vous allez capitaliser sur ces compétences et vous allez pouvoir, en fait, mettre en valeur ces compétences davantage. Troisième élément, c'est que votre directeur de thèse, comme la plupart de mes compatriotes l'ont souligné, il faut faire vraiment des recherches très poussées pour veiller à ce que vous partagiez au moins en fait des terrains de recherche communs, au moins. Et par la suite, parce que vous n'avez aucune idée sur la personnalité de votre directeur de recherche, ça vous allez le découvrir par la suite. Et vous allez certainement vous ajuster en fonction de sa personnalité. Pour avoir accès à des labos de recherche, je pense ici au Canada, c'est que soit il y a des labos qui font appel à des doctorants, c'est-à-dire ils vont proposer des offres d'emploi et là vous allez candidater, vous allez passer des entrevues, tant mieux si ça marche pour vous. Sinon,
À un certain moment, vous allez réseauter. Et ça, c'est un élément très, très important. C'est-à-dire qu'il y a des activités qui s'organisent sur le campus et il faut essayer de réseauter avec les profs, avec les autres doctorants, parce que parfois, il y a des informations qui ne circulent pas sur Internet et qui circulent entre les individus. C'est la réalité. Et puis, il y a des personnes qui vont constater que vous êtes un candidat ambitieux et puis ils vont vous recommander. Et cette recommandation va changer beaucoup de choses dans votre parcours. Donc, au-delà des aspects formels où il y a une offre d'emploi qui est publiée, il faut également réseauter avec son entourage pour pouvoir accéder à certains postes ou à certaines informations très décisives. Merci, c'est Hamid. Si Yassine, est-ce que c'est la même chose aux États-Unis? L'inscription, les formalités administratives, ça part dans un cadre bien formalisé ou c'est un choix à faire? Et il y a beaucoup de similarités, c'est très, comme tu viens de le dire, Abdelhamid et aussi c'est Ahmed, c'est très standardisé, il y a pas de, il y a pas de, euh, il y a pas de marge d'erreur, mais je pense que, voilà, on n'en parle pas trop, mais l'étape zéro, donc on parle des étapes pour intégrer un doctorat, mais vraiment l'étape zéro, c'est de constater l'envie de faire une thèse. Voilà, pourquoi on veut la faire, cette thèse-là, pourquoi on veut faire, voilà, passer des années à chercher un nouveau sujet ou un sujet qui n'est pas, voilà, qui parfois est un peu difficile. Donc voilà, il faut constater cette envie d'abord, il faut savoir connaître notre motivation. Pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'on se réveille chaque jour, aller au labo, aller à la bibliothèque et voilà, faire la recherche. Voilà, donc ça, c'est à mon avis l'étape zéro. L'étape 1, l'étape 1, voilà, c'est Google chercher, voilà, chercher, lire des papiers, chercher les procédures à suivre. Et voilà, donc le reste, c'est Google qui va vous dire, pas moi, parce que voilà, les procédures changent en fonction du pays, en fonction de l'université, en fonction des sujets. Donc Google saura vous dire mieux que moi, mais les premières étapes sont les plus importantes. Merci, merci. J'ai une question d'un intervenant qui demande de nos doctorants en France et au Canada. La question, question au sujet du financement. Est-ce que c'est à vous en tant que, c'est ça sa question, il pose la question comme il est, est-ce que c'est à vous en tant que personne, après avoir eu votre directeur de thèse, de trouver un moyen de financement, bourse ou contrat CIFRE en France, ou c'est la structure d'accueil, notamment l'école ou l'université, de trouver le versement pour vous? C'est une question de l'un des intervenants. Et c'est Mohamed, si tu peux répondre à cette question. Alors, la question du financement, surtout en France maintenant, il est devenu une question très, très, très importante pour pouvoir y accéder, pour pouvoir faire un doctorat. Alors, il y a deux catégories, à ma connaissance, pour avoir un financement. La première catégorie classique, c'est de postuler pour un contrat doctoral ou un contrat, c'est-à-dire un financement étatique, un financement de l'université. C'est l'université qui se met, c'est-à-dire qui met en place des financements et on candidate à ces financements-là en passant un concours avec d'autres candidats pour pouvoir avoir le financement en question. Bien évidemment, il faut avoir déjà son projet de thèse, son directeur de thèse, etc. Il faut avoir de bons résultats. Par exemple, pour le cas de mon laboratoire, il demande minimum d'avoir 14 de moyenne, c'est-à-dire 14 de moyenne en M1 et M2, c'est-à-dire M1 plus M2 divisé sur 2, ça doit donner 14 sur 20, plus 14 dans un examen qu'on appelle le grand oral, plus 14 minimum dans le mémoire. Et le même, c'est-à-dire il faut vraiment le valoriser ce mémoire par la suite pour pouvoir, c'est-à-dire le publier en tant qu'article. Alors, la deuxième chose, c'est de postuler pour un CIFRE, c'est-à-dire ce sont des entreprises qui mettent en place des financements pour faire le doctorat. À ce moment-là, on n'est pas vraiment obligé d'avoir un sujet de thèse parce que généralement, dans le cas de CIFRE, c'est l'entreprise ou la structure qui accueille, c'est elle qui impose le sujet de thèse. Donc, soit elle va mettre en place un appel à communication et c'est à nous de déterminer la problématique
Et si on veut vraiment faire une approche, par exemple, comparative, ou plutôt on veut faire une recherche-action, donc ça nous laisse un peu la liberté. Sinon, il y a des sujets de thèse qui sont déjà préparés, qu'on postule pour ces sujets-là, et on passe des entretiens. On passe des entretiens avec l'entreprise. Il faut les convaincre, il faut se vendre, de leur dire, bon voilà, on va vraiment mener cette thèse jusqu'au bout, etc. Pour ce cas-là, la question des notes ne se pose pas vraiment parce que les entreprises, ils prêtent pas énormément attention à la notation académique. Donc, il faut avoir une structure qui accueille, c'est-à-dire une structure universitaire. C'est elle qui va accueillir le doctorant pendant les 3 ans de sa thèse. Et la structure qui finance, c'est l'entreprise ou l'organisation publique, etc. À ce moment-là, c'est la différence entre un contrat doctoral et un contrat CIFRE. C'est la même question, Saïd Hamid, parce que la personne qui a posé la question, il a choisi la France et le Canada comme pays futur pour lui, future option pour continuer sa recherche et son cycle doctoral. Comment on peut partager la même expérience de Mohamed? En principe, il y a je dirais, il y a deux types de bourses en principe. Il y a les bourses du pays d'accueil et puis il y a les bourses du pays d'origine. Je commence avec les bourses du pays d'origine. C'est que le Maroc, généralement, a des ententes de coopération, comme Zineb l'a bien mentionné tout à l'heure, avec certains pays partenaires comme le Canada. Et généralement, c'est affiché par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Chaque année, il y a un concours qui est affiché et les étudiants marocains sont invités à postuler. Sauf qu'il faut avoir déjà une lettre d'admission définitive de la part de l'université avant de postuler à ces bourses. Les bourses que le Maroc peut octroyer, ce sont ce qu'on appelle des bourses d'exemption des frais majorés. Parce qu'ici, en fait, ce qui est cher, au Canada, ce n'est pas les frais de scolarité qui sont chers. C'est les frais majorés imposés aux étudiants étrangers qui sont chers. Parce qu'il y a des frais pour les Canadiens. Et après, le gouvernement décide de rajouter des frais supplémentaires pour les étrangers qui viennent parce qu'ils ont accès à un système très, très développé, etc. Donc, ils vont leur exempter des frais majorés. Et puis là, ils vont payer les frais comme les Canadiens et puis des frais de subsistance. Parfois, il y a des bourses complètes. Comme Zineb l'a mentionné tout à l'heure également, il y a des bourses complètes pour payer les frais de subsistance et puis les frais de scolarité. Sauf que l'étudiant marocain, en fait, il signe un engagement pour revenir au pays d'origine une fois il achève son programme dans le pays d'accueil. Donc, il n'a pas le droit d'avoir un projet de s'établir de manière permanente dans le pays d'accueil. Ça, c'est par rapport aux bourses du pays d'origine. Il y a les bourses du pays d'accueil. Et là, vous avez en fait 3 niveaux de bourses. C'est que vous avez des bourses offertes par l'université. Ce sont ce qu'on appelle les bourses d'admission. Et les bourses d'admission, elles vous permettent de payer les frais de scolarité et d'avoir, comme disait tout à l'heure Yacine, un revenu pour vivre de manière frugale, pour ne pas être obligé, par exemple, de travailler dans un McDonald's, dans un Tim Hortons, etc. Parce que vous n'aurez pas le temps pour le faire, tout simplement. Et là, vous avez des bourses au niveau de la province. C'est-à-dire qu'au Canada, si vous êtes admis à l'Université d'Ottawa, il y a des bourses qui sont offertes par la province de l'Ontario. Puis si vous êtes au Québec, il y a des bourses qui sont offertes par la province du Québec. Ce sont des bourses publiques gouvernementales. Le niveau le plus haut, c'est les bourses fédérales. C'est les bourses qui sont offertes par le gouvernement fédéral. Parfois, il y a des bourses qui sont offertes par des fondations, par des entreprises, mais c'est rare. C'est rare. Et généralement, ça devrait être juste des bourses pour financer une petite partie de votre recherche, mais non pas pour vous financer tout au long de votre cursus universitaire. Le seul élément que j'aimerais souligner, c'est que ce sont des bourses très compétitives parce qu'il y a des gens de partout qui postulent et puis qui ont des dossiers très, très convaincants et très compétitifs. Donc, ce n'est pas toujours un résultat qui est sûr. Par contre, si vous choisissez des petites universités au Canada, dans des petites villes, parce qu'ils veulent attirer les étudiants étrangers dans les petites localités, là, vous aurez plus de chances à avoir des bourses d'admission, de manière garantie, généralement. Et l'université s'engage avant même de vous accepter, de vous offrir cette bourse, parce que l'idée, c'est d'attirer les étudiants étrangers, mais vers les petites localités canadiennes et non pas vers les grandes villes. C'est très intéressant comme information. Zineb, ton parcours, peut-être, il ressemble à ce genre d'approche académique pour partir en Chine, c'est-à-dire à partir d'une bourse, vous avez pu avoir cette opportunité. Et est-ce que
que tu peux partager ton expérience pour nos web spectateurs sur ce point-là? Alors, comme je disais, chaque année, de janvier jusqu'au mars, il y a les deux bourses qui s'ouvrent, le bourse du gouvernement chinois et, et les bourses de University Scholarship. Il faut que la personne traduise tous les documents et les postuler en ligne et après envoyer tout le document au gouvernement chinois. Maintenant, il y a une sélection qui se fait, il y a un entretien qui se fait avec les professeurs du school où tu vas apply. Et après, en fonction de l'entretien, en fonction de comment vous allez présenter votre projet, pourquoi vous êtes intéressé par la Chine, eux, ils s'intéressent beaucoup aussi aux étudiants qui ont déjà commencé à étudier la langue chinoise ici au Maroc. Donc, ils ont plus de la chance à être accepté, mais c'est pas, ceci étant dit, ce n'est pas une condition sine qua non, c'est-à-dire quelqu'un qui ne parle absolument pas le chinois et qui parle anglais peut postuler aussi à ces bourses. De toute façon, il sera obligé d'étudier le chinois un an parce que ça fait partie du programme. Maintenant, après d'avoir passé l'entretien et tout, on intègre, comme j'ai dit, la première année, c'est la langue chinoise. Il faut passer l'examen international. Et après, c'est une façon pour assurer votre bourse durant les trois prochaines années. Donc, si vous n'arrivez pas à réussir l'examen, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir continuer à recevoir la bourse. Et donc, c'est ça. C'est une manière pour aussi être polyglotte. Bon, parler, écrire une langue qui est aussi difficile comme on le croit tous, mais ce n'est pas la réalité. Bon, ce n'est pas une langue aussi difficile. On peut l'apprendre. Après, une fois on intègre l'université, donc on intègre plutôt la school, par exemple School of Education, School of Economics. C'est-à-dire, au début, on étudie, toute personne, on étudie le chinois de différentes filières. Après, on se dispatche, chacun intègre son université. Et c'est là où il y a la grande journée qui se prépare pour recevoir et pour parler avec les différents professeurs de chaque département. Et c'est là où se fait le choix du directeur de thèse, comme on l'appelle au Maroc. Chez nous, c'est supervisor. Donc, c'est là où se fait cette grande réunion. Donc, chacun parle de pourquoi il veut faire sujet. Bien sûr, le sujet n'est pas déterminé, c'est juste d'une manière floue, parce qu'à la première année en Chine, on dit que tu es un consumer of research, c'est-à-dire que tu ne publies rien du tout, tu ne produis rien. Tu es juste un consommateur de la recherche à force de lire télécharger les PDF de Skyhub, donc pour que vous puissiez savoir qu'est-ce qui se passe, donc c'est quoi les dernières, qu'est-ce qui a été vraiment fait au niveau de la revue de littérature. Voilà. Merci Zainab. J'ai une question avant de finir avec Hind. J'ai une question pour Yacine. Un de nos web spectateurs a posé la question très simple. Elle est comme suit. Ma question est la suivante. Au-delà de la recherche en soi, quels sont les débouchés pour un docteur à la fin de sa thèse? Quelles sont les structures, les postes, toutes disciplines confondues qu'il peut éventuellement occuper? Merci. Le futur, c'est après le poste, après avoir son doctorat en poche, quels sont les secteurs prometteurs qu'un doctorant peut intégrer? Alors, niveau secteur, ça peut vraiment dépendre du sujet de thèse, mais généralement, niveau profession, on parle de deux professions différentes. Généralement, les gens disent, voilà, est-ce que vous voulez rester dans l'académique ou est-ce que vous voulez aller travailler dans le privé, dans une entreprise? Et donc, ça, c'est les deux types de professions différentes après une thèse. Généralement, c'est ça. Dans l'académique, ça veut dire voilà, devenir professeur-chercheur, maître de conférence, etc. Ou dans l'entreprise, faire soit de la recherche, soit du consulting, voilà, soit un travail comme tout travail en entreprise. Donc, il y a forcément ce choix à faire à la fin du doctorat et c'est le choix du doctorant de ses préférences et généralement, les deux sont très, très bien. Peu importe le pays et peu importe le secteur, l'académique et l'entreprise sont deux choix très importants, très, très intéressants. J'ai une autre question, mais cette fois-ci, elle est écrite en arabe. Je vais la lire en arabe. سؤالي يخص الدكتوراه بالمغرب. ألاحظ شخصيا أن هناك مؤخرا وفرة في التكوين في سلك الدكتوراه
والسهولة أكبر للتسجيل بما هو مقارب بالسنوات الماضية. ألا تعتقدون أن لهذا الأمر تأثير على جودة البحوث مما ينعكس على شهادة الدكتوراه بدرجة أولى؟ ديجا دابا السيد قالنا بأن الجودة، بأن العدد كثر ديال التسجيلات في الدكتوراه وسهل لاكسي ليهم. اللي بغيت نقوله هو انه كاين هذا العدد اللي كثر، ولكن لو كنمشيو نقلبوا في الارقام ديال الناس اللي خرجوا من الدكتوراه، اللي بداو خرجوا، راه كاين اعداد بصح اللي كتخوف. لقيت بان 41% من الناس اللي بورسيي اللي عندهم اون بورس ديكسيلونس تي ابونديو الدكتوراه في الوسط، تي ابوندونيوها. دونك ديجا ها هو واحد العدد كبير من هذوك الناس اللي دخلوا تيخرجوا في النص. المشكل ديالاش كما هضرنا قبيله، المشكل ديال ان الواحد ماشي عنده ديك لونفي يقدر يمشي لهذيك الدكتوراه حيت ما عندوش اوتر شوا. دونك هو تيختار هذيك الدكتوراه كوم ريفوج باش يبدل هذاك لو باركور. دونك ديجا هذه واحد النقطه الاولى. النقطه الثانيه الجوده، حنا اللي تنختاروها. الجوده ديال الباركور ديالنا، الجوده ديال القرايه ديالنا وديال الدبلوم ديالنا، حنا اللي تنقرروا فيها. من كيدخل شي واحد اللي تيقلب على هذاك المينيموم بوسيبل ديال انه تيطلبوا له اون بوبليكاسيون وحده ومثلا كومونيكاسيون وحده، تيدخل تيديرها، تيقرا تيديرها، تيسالي، تيسوتني، تيبغي يسوتني. دونك سي نورمال هو مشى لو مينيموم، ما حاولش يقلب، ما حاولش يدير هو ان ايفور على راسو وعلى لا ريشيرش ديالو باش يزيد بها. الوغ كو لا ريشيرش كما قال سي فاطمه قبيله ماشي هي داك لو بروتوتيب اللي عندنا ديال واحد الانسان داير داخل تيقرا تيسالي تيخرج بحال هادشي. نو، هنا فين تدخل الهضره على الجوده ديال لا ريشيرش. هنا خاصنا حنايا نحاولوا نخرجوا راسنا من هذاك لو كادر اللي بزاف ديال الناس حاطيننا فيه، وحنا نقلبوا على شي حوايج اللي حنا ناميليوريو بها راسنا، نقلبوا على شي حوايج اللي تخلينا هذاك لو بروجي ديال الدكتوراه يكون ان بروجي دو في، ان بروجي على راسنا حنا وعلى قرايتنا وعلى نوت افونير ونوت فيوتور. هنا فين كتبدل الجوده، ماشي لو ديبلوم ولا لاكسي هو اللي غادي يحدد لنا الجوده ديال الدبلوم ديالنا. Le message il est très clair. Le résumé, vous avez bien résumé l'intérêt. Ce n'est pas l'université, ce n'est pas la thématique, c'est la qualité de doctorant-chercheur. Alhamdoulilah, nous avons des Marocains du monde اللي كيرفعوا يمكن l'image ديال المغرب في البلدان الإقامة. Ça c'est très important à souligner et ça fait vraiment يعني تنقولوا واحد الإحساس كبير أنك تلقى المغاربة في ليزونيفرسيتي السمعة ديالهم سابقاهم. لي ريشيرش سون دو ريشيرش دو بوين، يعني لا كاليتي ما كتجيش ني بلو تيم ni de l'université, c'est la motivation et le potentiel d'un doctorant-chercheur, en particulier un chercheur marocain. Il est très ouvert à ce qui se passe actuellement dans le monde et le besoin de la recherche. Avant de finir, on a même dépassé un petit peu de 10 minutes. On a fixé 1h30. L'intérêt aussi, le sujet, peut-être qu'on n'a pas abordé tous les points. Un dernier conseil, si vous permettez tous, un dernier conseil et un seul à donner à nos web spectateurs. Qui commence à donner conseil? I'm double nord عاود سي حميد مرحبا. صعيب هذا السي صعيب. Un seul conseil, je dirais discipline et persévérance et pas intelligence. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de travail. Très bien. Si Yassine. Est-ce qu'on fait des températures les plus froides, des températures les plus chaudes, c'est ça? Ça va venir avec l'écran de Zoom, vous êtes placé à distance. D'accord. Donc mon conseil, c'est voilà, de ne pas perdre le nord, la consistance dans ce qu'on fait et voilà, de ne pas perdre notre motivation, ce qui notre étape zéro de peut-être il y a 4 ans, 3 ans, 2 ans, 5 ans, je ne sais pas, mais ne pas oublier cette petite étincelle qui, ça peut paraître cliché, mais voilà, c'est ne pas oublier cette envie-là, cette chose-là qui vous a donné envie à commencer la thèse. Et voilà, si y a une perte de motivation à un moment, d'essayer de
ce ground, de se poser un peu et voilà, réfléchir, retrouver la motivation et continuer. Et voilà, bon courage. Et Mohamed, en dernier conseil? Mon dernier conseil, c'est qu'il faut, comme Hamid l'a dit, moi je veux dire en anglais, work smart and not hard. C'est qu'il faut travailler vraiment intelligemment et non pas avec beaucoup de gaspiller beaucoup d'énergie. Et il faut être à l'écoute de soi-même. C'est qu'il faut tout le temps se poser des questions, se remettre en question, se dire est-ce que ce que je fais vraiment ça vaut le coup ou pas. Et que dire que derrière il y a une utilité sociale, il y a un intérêt général qui va y avoir derrière ma thèse. C'est que votre thèse, oui, on sait très bien que c'est votre bébé, c'est la thèse, on travaille, etc. Mais derrière, c'est quelque chose qui va faire avancer les choses, qui va avancer les savoirs. Donc il y a une utilité sociale. Le conseil que je dirais, c'est que pour continuer jusqu'au bout, il faut lire. Il faut lire et lire et relire. Il faut tout. Chaque fois, il faut apprendre. C'est la clé de réussite pour une thèse. Et si à un moment donné, on se sent qu'on est vraiment submergé, qu'on n'en peut plus, il faut prendre le recul. Il n'y a pas de mal dans ça. Ça nous arrive tous. On perd la motivation, on est des fois dégoûté d'ouvrir son ordinateur et de lire et de réécrire des choses. Mais il faut savoir, il faut se dire que c'est pas permanent. Il faut aller sortir, parler à ses potes, parler à ses copains, etc. Et puis généralement, ça revient à la motivation. Et puis ça, on se dit à la fin que vraiment, on fait quelque chose, on fait tout cela pour quelque chose qui est vraiment noble. C'est la science. Zainab, un dernier conseil? Alors, le conseil que moi j'ai suivi de l'école de Confucius en chinois, qui veut dire study hard and make progress every day. C'est le proverbe que tous les Chinois ils sont animés par, et c'est pour ça qu'ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Voilà, c'est ça le conseil. Merci beaucoup. Hind, un petit conseil? C'est think out of the box. On ne peut pas se limiter à la recherche en tant que lire et publier et ainsi de suite. Il faut vraiment faire des choses en plus de cela et sortir de ce contexte-là et chercher quelque chose qui va nous servir, qui va servir l'humanité, qui va servir notre pays. Et je profite par la même occasion de remercier le CMRPI. Le centre, vraiment, il fait un très bon travail sur ce niveau-là, sur le niveau d'améliorer la vie et les conditions de vie pour les Marocains. Et par la même occasion, je vous invite en fait à adhérer au centre, à nos invités ainsi qu'aux participants, parce que vraiment, il fait vraiment un très bon travail dans ce sens-là. On fait servir notre recherche et notre science dans le sens que le Maroc soit un pays aligné avec tous les pays qui sont vraiment développés dans le monde. Et voilà, donc merci beaucoup. Sur cette invitation, je vous souhaite la bienvenue au centre. C'est vraiment un plaisir de vous voir parmi nous déjà, de partager vos connaissances, de partager vos informations auprès de nos membres. C'est intéressant aussi dans le cadre de la recherche. N'hésitez pas à nous solliciter sur pas mal de thématiques et essayons de faire ce qu'on appelle le partage collaboratif entre les Marocains du monde et les Marocains locaux pour améliorer la recherche dans le futur et peut-être, pourquoi pas, avoir certains niveaux de connaissances élevés à l'échelle internationale, que ce soit par la publication de nos articles, que ce soit par nos compétences marocaines du monde. Marhaba bikoum fi ay waqt. Sur ce point-là, je vous remercie beaucoup et infiniment d'avoir répondu présent à notre invitation. Et prochainement, peut-être qu'il y aura des webconférences sur des thématiques bien précises. Là, on peut regrouper des doctorants, chercheurs, des professeurs sur un sujet, sur une particularité. Et je vous tiens à vous remercier infiniment. Et merci beaucoup, si Yassine, si Hamid, Zainab, Hind, c'est Mohamed. Merci beaucoup et à bientôt, Inch'Allah. Merci. Merci à vous aussi. À vous aussi. Au revoir. Merci.
Merci beaucoup. Merci. Merci.